Salut Internet, bienvenue dans ce deuxième épisode de Cinéma Arena, l'émission qui fait combattre des films cultes. Pour ce deuxième numéro, on vous a concocté un combat de haut vol qui, je le sais, vous fait déjà saliver d'envie. Alors ouvrez grand vos mirettes, posez vos cahiers du cinéma, sortez les bières du bac à légumes. Ici pas de pipeau, ça va sentir le sang, la sueur et le cambouis. Bienvenue dans Cinéma Arena. Le monde du cinéma est cruel. Pour ce deuxième numéro, le combat oppose deux chefs-d'œuvre du cinéma d'anticipation, j'ai nommé L'Armée des 12 singes et Les Fils de l'Homme. Et oui, j'ai bien parlé de chefs-d'œuvre car nous sommes bien ici en présence de deux films absolument indispensables dans votre collection, deux films pour lesquels je serais prêt à payer pour les oublier et avoir à nouveau le délicieux plaisir de les redécouvrir encore et encore. Autant vous le dire tout de suite, cette émission contient un maximum de spoilers, nous vous conseillons donc de blablabla. Qui de la machine temporelle ou du nouveau-né aura le dernier mot? Commençons donc sans plus attendre à compter les points avec la pesée. 210.5, the Challenger. Cassius Clay, 210.5 pounds. L'Armée des 12 singes, réalisé par Terry Gilliam en 1995, se déroule en 2035 et raconte l'histoire de James Cole, un des survivants d'un virus ayant tué 99% de la population mondiale. 99%? 99%. Prisonnier de droit commun, il sera désigné volontaire pour être envoyé dans le passé pour sauver le futur en empêchant la libération du virus. Au cours de sa mission, il rencontrera le docteur Catherine Reilly, dont il tombera évidemment amoureux, et avec laquelle il se lancera à la poursuite d'un groupuscule politique, l'Armée des 12 singes, qui semblerait être à l'origine de la libération du virus. Le film est un grand succès à sa sortie. Il remportera un Golden Globe et 4 Awards et finira 16e au box-office de 1996 en empochant la coquette somme de 169 millions de putains de dollars. Un point. Les Fils de l'Homme, réalisé par Alfonso Cuarón en 2006, se déroule en 2027 et raconte l'histoire de Théo Farone, londonien et ancien activiste politique désormais employé de bureau. Dans un monde en perdition où aucune naissance n'a eu lieu depuis plus de 18 ans... 18 ans? 18 ans. Il se verra confier la mission de faire sortir du pays qui, une jeune migrante en situation illégale pour la conduire jusqu'à un bateau nommé le Tomorrow. Mais pourquoi? Elle aime pas l'Angleterre? En voilà une question qu'elle est bonne. Et oui, elle n'aime pas l'Angleterre. Le monde est à feu et à sang. Les inégalités sont de plus en plus importantes, les attentats monnaie courante, et l'extrémisme de droite une mode de plus en plus répandue parmi les citoyens. Mais je croyais que ça se passait dans le futur. Moi aussi mon pote, moi aussi. Bref. Malgré un accueil critique très positif, le film est un échec commercial ne réalisant que 70 millions de dollars au box-office, c'est-à-dire 6 de moins que ce qu'il a coûté au studio. Houston, we have a problem. Il remportera 2 BAFTA Awards et 2 prix à l'Amstrad Venise dont la tant convoitée Lanterne magique pour Alfonso. Je me permets de donner un point supplémentaire aux 12 singes pour être tiré d'un savoureux court-métrage de 1962 réalisé par Chris Marker, La Jetée. Lorsqu'il se retrouva dans la salle d'expérience, il sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. Parce qu'à Cinéma Arena, on aime Chris Marker. Parce qu'on aimera toujours Chris Marker. Côté casting, dans L'Armée des 12 singes, on retrouve Bruce Willis dans le rôle du voyageur temporel James Cole et Madeleine Stowe dans celui de la jolie docteur Catherine Reilly. Brad Pitt campe le fou furieux Martin Goines et l'immense Christopher Plummer, celui de son père Leland. Maybe we ought to review our security procedures. Perhaps upgrade them. Beef them up. Pour Les Fils de l'Homme, il y a aussi du beau monde puisqu'on retrouve Clive Owen dans le rôle de Théo Farone, Julianne Moore dans celui des leaders politiques Julian Taylor, et dans le rôle du vieil anard fumeur d'herbe Jasper Palmer, le splendide, L'unique. l'excellent, Le fabuleux. l'impayable. Je suis à court. J'ai nommé l'immense Michael Caine. Et là, j'aurais beau faire vraiment beaucoup d'efforts pour les départager, c'est pas évident. Bruce Willis nous livre sûrement une des meilleures prestations de sa carrière. Tantôt fou allié drogué bavant, tantôt touchant et enfantin, sombre et dangereux, amoureux perdu entre 2 états d'âme et 4 époques, le tout avec simplicité et sans show-off. Brad Pitt est quant à lui magnifiquement timbré du début à la fin du film et la moitié de ses répliques sont désormais cultes. Suddenly I felt like bending the fucking bars back. Drugs. Thoroughly.
signant ici, et juste après avoir tourné dans Seven de Fincher, une prestation sans retenue qui nous fera rire et flipper. You believe in germs, right? I'm not crazy. Of course not. Of course not. You want to escape, right? That's very sane. That's very sane. Clive Owen est quant à lui troublant de sincérité. Et bien qu'interprétant son personnage avec plus de simplicité, il parviendra magnifiquement à nous faire ressentir toute son humanité. Simple, coup sur coup lâche et courageux, pataugeant tant bien que mal dans les emmerdes, il ne joue pas les héros, mais finira fatalement par le devenir. Et Michael Caine. Ah Michael, 6 décennies de cinéma. 60 ans à nous faire rêver avec cette bouille de poupon délicieux, avec ce sourire de tombeur, et cette élégance sans pareil qui nous laboure le cœur. Ouais, si, il nous a déjà déçus. Il a voté pour le Brexit et il a joué dans Insaisissable 2. Well, nobody's perfect. Les films d'anticipation nous donnent à voir un hypothétique demain, le témoignage d'un futur fantasmé. Les auteurs et les cinéastes se sont emparés de cette forme pour parler au futur de la société du présent. Et il s'agit toujours un peu du même schéma. Vous prenez un problème sociétal actuel, vous lui ajoutez quelques années au compteur et grossissant le trait, vous obtenez une société futuriste qui marche sur la tête. Pour la planète des singes par exemple, il s'agissait, guerre froide oblige, de conflits nucléaires. Pour Soleil Vert, d'inégalités galopantes et d'épuisement des ressources naturelles, et pour Bienvenue à Gattaca, d'eugénisme et de ségrégation. D'ailleurs, puisque nous parlons de films d'anticipation, en voici quelques-uns que nous vous conseillons très vite et dans le désordre. Akira, la planète des singes, Le procès Brasil, Orange Mécanique, Soleil Vert, V pour Vendetta, Blade Runner, Mad Max, Matrix, Minority Report, La Route, Bienvenue à Gattaca, Metropolis, Le Cinquième Élément, Solaris, La Course à la Mort de l'an 2000, Looper, Retour vers le futur, L'Âge de Cristal, Stalker 1984, Ghost in the Shell et Starship Trooper. Dans les films d'anticipation, les décors sont très souvent mis à l'honneur. Ils reflètent l'état de la société qui l'habite, devenant à ce titre une sorte d'auto-portrait fictionnel de celle-ci. Pour La Mer des 12 singes par exemple, le fait que James rencontre à la surface des animaux sauvages indique que l'humanité n'est plus en mesure d'habiter et de défendre son territoire. Ou encore dans Les Fils de l'Homme, le fait que l'on trouve à tous les coins de rue des tas de détritus nous indique que la société est en dysfonctionnement. À quoi bon entretenir nos rues si elles sont amenées à être désertées? Les décors se font indices, révélant petit à petit l'étendue des dégâts. Pour L'Armée des 12 singes, le décorateur Jeffrey Beecroft, qui s'est occupé des décors de Danse avec les loups, de Bodyguards ou plus récemment de Transformers 4 et 5, nous propose un univers visuel riche. Nous découvrons tout d'abord 2035, une suite de souterrains glauques, humides et froids. Des laboratoires étranges et baroques éclaboussés d'orange, un univers oppressant, fortement influencé par le cinéma expressionniste. Good luck, man. Volunteer duty. I didn't volunteer. You causing trouble again? No trouble. Suivent rapidement les extérieurs tournés à Philadelphie, où la lumière passe à dominante bleue. Nous découvrons avec James une ville à l'abandon sous la neige. Tel un ver lumineux, James est sorti du brin de la terre pour contempler le gris des buildings. Les décors nous brossent le portrait d'une société qui se terre, une ruche lovée dans un trou moite au-dessus de laquelle se dressent les immenses traces posthumes de l'humanité. Pour Les Fils de l'Homme, la décoratrice Jennifer Williams, qui a créé les décors de Pearl Harbor, de World War Z, de Kingsman, et qui a précédé Jeffrey dans la réalisation des décors de Transformers 2 et 3, nous propose un univers absolument magnifique. Elle nous brosse le portrait d'une société plus vraie que nature, nous immergeant dans un Londres cosmopolite et patiné. Elle nous donne à voir, au travers des décors, toutes les facettes de cette société à l'agonie. Depuis les rues populaires bondées jusqu'aux camps de réfugiés bidonvilles, en passant par les palais présidentiels rutilants. Tout sonne juste. Ce n'est pas étonnant puisqu'Alfonso a déclaré avoir traité le Londres du film comme un personnage à part entière. C'est terriblement crédible car bourré de détails. Prenez cette scène par exemple. Théo a été enlevé en pleine rue par les Poissons, groupe politique pro-migrants, et se retrouve dans une pièce où les vitres sont occultées par des centaines de pages de journaux. L'équipe a en réalité dû écrire des milliers d'articles fictifs pour ensuite en tapisser les fenêtres. Du beau boulot. Ou encore le camp de réfugiés où l'on visite coup sur coup l'entrée militarisée, la place centrale, sorte de cour des miracles, un appartement sombre et poussiéreux avant de courir dans les rues entre les gravats et les voitures calcinées. C'est beau, ça claque, on adore. Ah, c'est joli. C'est très joli. Vous êtes bien ici. Vous l'aurez compris, les décors des deux films sont vraiment incroyables, malgré une petite préférence pour les très nombreux et très riches décors des Fils de l'Homme. Les publicités qui passent en boucle, les tags qui tapissent les murs de Londres, un background incroyable laissant beaucoup d'espace d'imagination pour les spectateurs que nous sommes. Le film est aussi riche qu'il est cosmopolite. On entend du russe, de l'allemand, du roumain, de l'hindou, de l'anglais et de l'arabe. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Des chiens, des chats, des chevaux, des zèbres, des dromadaires et des cochons.
Des biches, des vaches, des cigognes, des poulets et des brebis, bref, un sacré bestiaire qui ne fait qu'enrichir l'univers visuel du film. Nous allons ici mettre en avant un point fort par film, un point que l'on se doit de souligner sous peine de passer pour des branques. C'est pas déjà le cas là? Je voudrais parler plus particulièrement du scénario de l'Armée des 12 singes signé Janet et David Peeble. Il nous trimballe dans chaque époque sans lourdeur narrative, sans jamais traîner en chemin et en nous servant ça et là de belles amorces et chutes. Par exemple, quand James voyage dans le temps et apparaît quelques instants en pleine Première Guerre mondiale. Il est pris en photo et touché à la cuisse par une balle avant de repartir vers une autre époque. Amorce. En tant que spectateur, nous pensons ce détail sans importance, mais il se révèle plus tard absolument essentiel puisque c'est cette photo et cette balle qui finiront de convaincre Catherine du bien fondé des dires de James. Chute. Ou encore quand James donne aux scientifiques l'ordre des villes où est apparu le virus. Cela nous apparaît comme anodin. Amorce. Mais ce détail se révèle essentiel quand à la fin du film, une employée de l'aéroport les cite dans le même ordre en lisant le billet d'avion du docteur Peters, nous faisant ainsi comprendre qu'il est le responsable de l'épidémie. Chute. Some trip you're taking, sir. Is this all in 1 week? Business. Have a good one, sir. Amorce et chute. C'est un procédé narratif génial que je trouve terriblement élégant. Dernièrement et pas des moindres, le film est le seul que je connaisse qui réussit à écrire sur le temps de manière juste. Je m'explique. Dans les films sur le voyage dans le temps, ce que l'on voit d'habitude, c'est un héros qui, altérant le cours du temps, va modifier son présent. Le Retour vers le futur en sont un exemple canonique. Ce faisant, notre héros, qui la plupart du temps va foutre le bordel dans le passé, va passer le reste du film à tenter de réparer ses erreurs pour changer son futur en mieux. Attends. Le futur ou le présent? Le présent. Enfin, le futur quand il est dans le passé. Sauf que c'est de la connerie. Quand on retourne dans le passé pour y faire des trucs, ces trucs se seront déjà déroulés dans le passé, parce que c'est le passé, et le présent de notre héros en sera déjà affecté. Et c'est précisément pour ça que j'aime le scénario de l'Armée des 12 singes. James aura beau faire tout ce qu'il peut, il ne pourra pas arrêter la propagation du virus, car c'est en faisant tout ce qu'il peut que le virus s'est déjà propagé. Le film n'est pas ce qu'il prétend être, sous couvert d'une course contre la montre pour arrêter un virus, il nous donne surtout à voir une magnifique histoire d'amour, et comme toute histoire d'amour, elle est littéralement intemporelle. I just didn't recognize you. Well, you look pretty different yourself. It was always you. In my dream. It was all... Pour les Fils de l'Homme, j'aimerais évoquer plus précisément un de ces leitmotifs esthétiques, les plans séquences. Ils sont nombreux et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont de la gueule. Nous en retiendrons deux en particulier qui nous font toujours roucouler comme une jouvencelle à chaque nouveau visionnage. Tout d'abord celui hallucinant intervenant à la 25e minute et d'une durée totale de 4 minutes. So what'd you do? Rob a train? Blow up a building? Leave the girl alone. You told me he was suave. Wankers are drunk. He's suave. Should have seen him in the old days when he was a real activist. You were the activist. I just wanted to get laid. Qui et Théo ont commencé leur périple et tout semble se dérouler pour le mieux quand soudain, ils sont attaqués. La première fois qu'on voit ce plan, on est complètement absorbé par l'attaque et par tout ce qui se passe en si peu de temps. Et puis, à force de le voir, on finit par se demander comment se déplace la caméra, tant elle avance, recule et tourne dans toutes les directions avec aisance dans un espace aussi exigu qu'un habitacle de voiture. L'équipe a tout d'abord placé la voiture sur un chariot motorisé par 2 cartes, un à l'avant et un à l'arrière pour la diriger. Elle a ensuite placé une régie image sur le toit dans laquelle se tenait Alfonso, l'opérateur caméra, le cadreur et le pointeur durant le tournage. La caméra était pilotée depuis le toit, déplacée dans la voiture par un bras motorisé. Les acteurs ont ensuite appris une chorégraphie pour savoir quand baisser et relever les sièges au bon moment pour laisser passer la caméra. Chose qu'on ne voit évidemment pas lors du plan. Non mais n'importe quoi. À la fin, la caméra sort et on voit le toit et y a pas de régie image. Oui, mais il s'agit d'un faux plan séquence. L'équipe a en réalité tourné 2 plans qui ont été raccordés en post-production. Des questions ? Le deuxième plan séquence que nous aborderons est un grand moment de cinéphilie. Intervenant à la 80e minute et d'une durée totale de 6 putains de minutes, ce plan est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Une cathédrale magnifique et immortelle miroitant immaculée dans le soleil matinal d'un hiver rigoureux. La motherfucking chapelle Sixtine du plan séquence, la preuve subjugante de la capacité du cinéma à nous emporter sans ménagement au cœur de ces tribulations grotesques, avant de nous recracher ébahis, à bout de souffle quand les lumières se rallument. Je crois qu'on l'a perdu là. Comment parler de ce plan ? Nous ne pouvons que l'évoquer, effleurer sa surface en décortiquant sa construction, car, comme la vie elle-même, il faut l'explorer pour pouvoir espérer en saisir l'essentiel.
Un nombre de figurants incalculable jonche ce décor post-apocalyptique où nous suivons Théo remonter les rues à la recherche de qui, zigzagant entre les rafales et les explosions, cherchant refuge dans la carcasse d'un bus rouillé avant de se frayer un chemin jusqu'à l'immeuble où se terrent civils et rebelles. Nous entrons avec lui au cœur de la guerre pour enfin retrouver entre deux échanges de tirs la mère et son chérubin. Je connais peu de films qui arrivent à retranscrire avec une telle efficacité l'horreur affligeante d'une zone de guerre. C'est absolument captivant et je défie quiconque de pouvoir détourner les yeux de ce plan une fois celui-ci commencé. Tellement de questions. Comment parvenir à imaginer, construire et installer pareil décor et à bâtir une telle chorégraphie cinématographique vivante, minutieuse et minutée à l'intérieur? Comment un cadreur peut et durant 6 minutes filmer ce qui nous est montré? Retenir chaque angle de vue et les dizaines de mesures de points? Et comment concevoir l'éclairage d'une scène pareille? Prévoir, placer et cacher des dizaines de projecteurs d'appoint? Comment gérer, habiller, nourrir et diriger autant de techniciens, d'acteurs et de figurants? Préparer, installer, coordonner et lancer autant de véhicules et d'effets spéciaux, le tout sans blesser personne et dans un timing de la taille d'un mouchoir de poche, tout en sachant que l'on n'a pas beaucoup d'essais. Ce sont toutes ces raisons qui font de ce plan un monument devant lequel, nous, pauvres mortels, nous ne pouvons que nous incliner et dans un geste empreint de respect, donner un point. Oui, mais alors, pourquoi, me direz-vous? Pourquoi se casser le cul à réaliser un plan aussi complexe et onéreux, au lieu d'en réaliser 100 petits pour raconter la même chose? Why? Eh bien, c'est parce qu'Alfonso nous voulait à bout de souffle durant cette scène, au cœur de l'action, soufflé par chaque explosion, frôlé par chaque rafale, exalté par ce que Théo accomplit. Alfonso ne voulait pas qu'on voie son film, non, il voulait qu'on le vive. Ce plan est phénoménal parce qu'il nous raconte une histoire autant qu'il nous procure une expérience phénoménologique, c'est-à-dire de l'ordre de la sensation, du vécu. Preuve en est ces quelques gouttes de sang qui ont giclé sur l'objectif lors du tournage. On nous éclabousse littéralement de boue et de lumière. Le plan séquence étant sûrement un des meilleurs outils à la disposition des cinéastes pour immerger un public dans un récit. Why? Tout simplement parce que lors d'un plan séquence, le temps de l'action est le même que nous vivons en tant que spectateurs, et que la caméra, n'incarnant qu'un seul point de vue, tourne et se déplace comme le ferait notre regard. Nous n'assistons pas à une scène, non. Nous y participons, voilà pourquoi. Dans ce round, nous avons décidé d'analyser une séquence des Fils de l'Homme, et plus particulièrement celle où Théo rend visite à son ministre de cousin Nigel pour obtenir un laissez-passer pour quitter Londres. Nous suivons donc Théo conduit en berline jusqu'à l'Arche des Arts. Bien qu'assez courte, cette séquence est pour moi particulièrement intéressante, car ici tout fait sens. Pas de demi-mesure, quoi. Tout. Vraiment tout. Oui, vraiment tout, mon cher objecteur de conscience. On pourrait parler du nombre de plans, de la position de la caméra, de la musique, des décors ou encore des figurants. Tout fait sens. Alors ok, monsieur l'alter ego à la con, très bien, tu veux te la jouer grand savant. Alors parle-nous de la position de la caméra. Eh bien, on remarquera tout d'abord qu'elle adopte plusieurs points de vue. La première partie de la séquence, plan 1 à 4, se déroule dans les rues populaires, encombrées de piétons masqués, de vélomoteurs, de saleté et de bruit. La caméra est ici à l'extérieur de la voiture, de sorte que nous la voyons se frayer un chemin dans la foule. Un carrosse luisant glissant entre la crasse et les vapeurs vulgaires. Elle est clairement le personnage à suivre, en ce que les mouvements de caméra lui sont soumis. Et quand la caméra s'attarde sur Théo, ce milieu populaire se reflète littéralement sur lui. Il se fait l'écho de ce milieu, synthétisant malgré lui les mots de cette population. Après un premier checkpoint, nous entrons dans la deuxième partie de la séquence, plan 6 à 8, où nous nous trouvons désormais dans un milieu bourgeois. La caméra est désormais à l'intérieur de la voiture. Il ne s'agit plus de pointer le contraste entre la voiture et le milieu où elle évolue, mais bien de voir avec Théo. Là où, dans la première partie, nous voyons Théo voir, ici nous regardons avec lui. Nous voilà sur une avenue large et propre, entourée de jardins verdoyants. Ici on s'amuse, insouciant au soleil, entouré de zèbres et de petits fours. Nous observons avec Théo ce milieu dont nous sommes exclus, enfermés que nous sommes avec lui dans la voiture. Nous arrivons ensuite dans un deuxième et dernier checkpoint qui nous permet d'entrer dans la troisième partie de cette séquence, le plan 10. Un plan unique et équilibré, façonné dans sa profondeur. Nous sommes à l'extérieur de la voiture, me direz-vous, mais c'était que pour mieux saisir l'aspect lointain, solennel et austère de cet inatteignable château. Alors ? Ouais, pas mal. Et pour le nombre de plans ? Eh bien, on peut remarquer que le nombre de plans décroît au fur et à mesure que nous avançons dans la séquence. Nous passons en effet de 4 plans dans la première partie à 2 dans la suivante, pour finir par un seul et unique plan dans la dernière. Cette décroissance pourrait nous indiquer la dimension du groupe social y évoluant, la base de la population étant plus nombreuse que la couche bourgeoise, étant elle-même plus grande que la couche aristocrate. Pas mal. Et pour la musique ? Eh bien, dans toute cette séquence, on entend la musique des King Crimson, The Court of the Crimson King. Littéralement, la cour du roi écarlate, faisant référence au diable. Cette chanson reprend bien l'idée d'un ancien régime, société de classe, servi par un nouveau régime, musical, ici le rock progressif. Ramené au film, on pourrait traduire ça par la version futuriste d'un régime du passé. Ouais, pourquoi pas. Et alors ? J'y viens, Jamy. Pour moi, cette berline est la définition même de l'ascenseur social, nous faisant gravir les échelons de la société. Nous montons vers son sommet en nous écartant de sa base populaire. Là où la position de la caméra devient capitale, c'est qu'elle nous place, au travers de Théo, dans cette société.
Nous sommes avec la population, exclus de la bourgeoisie et dans la possibilité d'approcher la noblesse. Alfonso nous donne ici une vision stratifiée de la société. La vision anticipée d'une nation, certes future, mais qui a régressé à un stade où les différences sociales sont si fortes et les différents groupes sociaux si cloisonnés qu'elle pourrait être comparée aux monarchies du XVe ou du XVIe siècle. Une société anticipée avec des codes passéistes faisant symptômes. Forte présence de l'armée, pauvreté, misère intellectuelle, retour en force de la religion, disparité sociale, chute de la valeur humaine, bref. Une société malade, régressive, à l'agonie. Alfonso opère ici une ségrégation dont nous sommes avec Théo, les victimes. Alors, pas mal pour une séquence de 10 plans, non? Ouais, j'avoue. Après cette brillante analyse, nous allons pouvoir décerner les différents prix du « Mais quoi-t-il donc que cette affaire ?» Le prix du meilleur costume est décerné à l'Armée des 12 singes pour la combinaison de James. Le prix du plus beau foirage discret revient à Clive Owen pour... En effet, si on regarde bien ce plan, on s'aperçoit que notre ami Clive allume sa cigarette à l'envers. This your place. My missus. She's a cod. English fish. Le prix du bruit de bouche le plus dégueulasse est décerné à... Franck Groschin pour... Le prix du plus gros misogyne est décerné à Leland pour... Pour finir, le prix du plus beau plan est décerné au Fils de l'homme pour... Tout est dit dans ce plan. Dans une économie totale, Alfonso nous donne à voir un mouvement de caméra motivé qui débouche sur un magnifique surcadre. Jasper met de la musique, prend la boîte contenant les pilules de poison, s'avance vers sa femme. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night. Je ne sais pas pour vous, mais nous, ça nous émotionne fortement. Pour finir et clore ce combat d'un autre temps, toute l'équipe de Cinéma Arena est heureuse de vous proposer la croisée des analyses. L'Armée des 12 singes et les Fils de l'homme suivent la quête de deux héros, James et Théo, tous deux missionnés pour accomplir une quête dont dépend la survie de l'humanité. Dans les deux cas, nos héros lutteront contre un groupe d'activistes politiques, l'Armée des 12 singes ou les poissons, et dans les deux cas, cette lutte leur coûtera la vie. L'Armée des 12 singes et les Fils de l'homme, une chose et son inverse, je m'explique. Dans ces deux films, il est question de foi et de destin. Attention, je parle bien de la foi en l'avenir, pas celle dans le petit Jésus. Deux films pour une seule et même question, avons-nous un destin ? Une seule et même question pour deux réponses, car quand le premier film nous répond oui, le second nous répond non. Ok, comme ça c'est plus simple. Remballez tout, on s'en va! Sauf que c'est quand même plus nuancé que ça. Dans l'Armée des 12 singes, le destin de l'humanité est d'être quasiment décimé par un virus, et dans les Fils de l'homme, de disparaître faute d'héritier. Dans les deux cas, donc, le destin de l'humanité est déjà écrit, soit parce qu'il est déjà arrivé, soit parce qu'il paraît inévitable. Mais... Ah bah quand même! C'est ici que les films divergent. James croit en sa réussite, il a foi en sa mission. Il va d'ailleurs passer une grande partie du film à tenter de faire croire à ceux qui l'entourent du bien fondé de ses dires. Théo a quant à lui perdu cette foi, notamment suite à la mort de son enfant Dylan, un coup du destin. You see, Theo's faith lost out to chance. So, why bother? Tout comme le reste de l'humanité, il ne croit pas en la possibilité d'un lendemain. Le personnage est d'ailleurs taillé pour nous faire comprendre qu'il a perdu cette foi. Autrefois activiste politique, il est désormais simple employé de bureau. Quand James lutte pour sa survie et celle de l'humanité, Théo a lui littéralement cessé de lutter. Bref, quand James a la foi, Théo ne l'a plus. Sauf qu'à la fin, le destin l'emporte sur la foi dans l'Armée des 12 singes et la foi sur le destin dans les Fils de l'homme. Oui et non. Remballez tout, on s'en va! Mais... Ah bah voilà! C'est encore plus nuancé que ça. En effet, dans l'Armée des 12 singes, si le destin ou la fatalité l'emporte sur la foi, James meurt et le virus est libéré, il n'en reste pas moins que James a vécu une belle histoire d'amour. Et dans les Fils de l'homme, si la foi l'emporte sur le destin, une naissance a eu lieu et nos héros parviennent à atteindre le tomorrow, littéralement le lendemain, il n'en reste pas moins que Théo meurt et n'assure donc pas sa propre survie.
Quand l'armée des 12 singes nous dit que malgré notre destin nous pouvons vivre passionnément, que nous aurons beau lutter, arrivera ce qui devait arriver, mais que l'intérêt de toute lutte est d'être menée, les Fils de l'Homme nous dit que notre foi nous permet de défier la fatalité, mais qu'il faut être prêt à en payer le prix, que nous devons lutter pour nos convictions, même si cette lutte doit nous coûter la vie. L'armée des 12 singes est l'histoire d'une défaite magnifique, et les Fils de l'Homme, celle d'une effroyable victoire. Au vu de cette analyse, et bien que les deux films portent un message clair faisant sens, celui des Fils de l'Homme nous apparaît comme plus précis et surtout plus égrené tout au long du film. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à un détail des Fils de l'Homme. Pourquoi les poissons? Nous le préférons cru et frétillant. Eh bien sûrement car c'est un des grands symboles chrétiens. En effet, le poisson est très présent dans les écritures bibliques. Il est le pendant du pêcheur, il apparaît dans l'épisode de la multiplication des pains et des poissons, et dans celui de la pêche miraculeuse. De plus, le mot poisson, ictus en grec ancien, est formé par les initiales de tous les noms donnés à Dieu, le T signifiant d'ailleurs Théo. Tiens donc, le film est bourré de références bibliques. Le David et la Pietà de Michel-Ange par exemple, la représentation de Marie tenant dans ses bras le cadavre de son fils Jésus. Nigel en parle tout d'abord à côté du David. Nous la retrouvons ensuite dans le Guernica de Picasso et une dernière fois dans les rues de Bexhill. La caméra quitte nos héros pour s'attarder sur cette vision moderne de la Pietà. Ensuite, le fait que dans la séquence où Key sort de l'immeuble avec Théo et son enfant dans les bras, on entend très clairement les soldats dire « Jesus » et faire des signes de croix. Et si cet enfant est le nouveau Jésus, la foi, en l'avenir toujours, l'emporte donc sur le destin puisqu'il s'agit d'un enfant nous permettant de croire en un lendemain. De plus, Key annonce à la fin du film à Théo qu'elle va nommer son enfant Dylan, qui était le nom de son enfant à lui. Dylan. I'll call my baby Dylan. It's a girl's name too. Ce qui signifie que Feu, l'enfant de Théo, symbolisant sa foi, est littéralement ressuscité. La scène évoquant le mieux cette parenté religieuse est sûrement celle où Key annonce à Théo qu'elle est enceinte. Passons sur le fait qu'en se dévoilant, Key se couvre prudemment, empruntant ainsi la pose à la Vénus de Botticelli, là aussi tirée d'un récit religieux, et intéressons-nous plus particulièrement à les réactions de Théo. Jesus Christ. Comme c'est pratique, cette séquence se déroulant d'ailleurs dans une étable faisant référence directe à la naissance de Jésus. Pour finir à être sûr que le message soit bien passé, Luc nous dit But she's pregnant. Yeah, I know. It's a miracle, isn't it? Comme c'est encore pratique. En suivant cette idée, nous arrivons à une nouvelle trinité, car si l'enfant de Key est Jésus, qui devient Marie et Théo, le Saint-Esprit permettant cette naissance. Il s'agit donc bien de la naissance d'un nouveau Jésus, un nouveau Messie parti pour renouveler, ressusciter cette société ménopausée. Sauf que c'est pas un Messie, mais une Messie. T'as déjà entendu parler de la parité? Le grand vainqueur de ce deuxième combat de Cinéma Arena est, après décompte des points, roulement de tambour, les Fils de l'Homme avec 11 points contre 10 pour l'armée des 12 singes. Malgré le score, ces deux films sont véritablement incontournables et méritent tous les deux leur statut de film culte. Deux films d'une richesse incroyable que nous n'avons fait qu'effleurer lors de cet épisode. Il y aura encore tellement à dire. Non, c'est bon, je pense qu'on t'a assez entendu pour la journée. Non mais dis donc, mais moi je t'en... A bientôt pour de nouveaux combats. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la télévision est un meuble et le cinéma un art. On vous bisoute bien la gueule.